Bonjour William, merci Bonjour d'être Lilian. avec nous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints sur Cryptost pour un nouveau podcast. Merci de ta réactivité aussi. C'est un plaisir de t'avoir. On a eu l'occasion de discuter beaucoup ensemble et de se rencontrer aussi beaucoup sur les événements, mais on n'a jamais eu la chance de pouvoir faire un podcast ensemble sur Cryptost, donc ça va être l'occasion. William, toi, tu es avocat associé au cabinet Orwell Avocat. Tu es notamment spécialisé en crypto-monnaie. Alors, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je voulais qu'on fasse un point ensemble sur toutes les nouveautés autour de la régulation. C'est vrai qu'on entend parler de beaucoup de choses en ce moment, que ce soit MiCA, que ce soit le régime Jonum, que ce soit la fiscalité sur les cryptos, sur le staking de crypto également. Mais c'est vrai qu'on peut vite être perdu avec tous ces sujets de régulation. Donc, on va prendre ensemble quelques dizaines de minutes pour voilà, reprendre tous ces sujets, les éplucher et essayer d'y voir un petit peu plus clair. Voilà. Avant ça, c'est un petit peu la coutume sur les podcasts sur crypto. S'il te plaît, est-ce que tu peux prendre voilà, quelques secondes et nous dire en deux mots qu'est-ce que tu fais et surtout qu'est-ce que c'est que Orwell? Merci Lilian pour l'invitation. Donc moi, comme tu l'as dit, je suis un des cofondateurs du cabinet d'avocats Orwell Avocat. Je suis en charge en particulier des sujets de tout ce qui est réglementaire, c'est-à-dire principalement l'accompagnement des projets qui ont des sujets de réglementation, comme MiCA, comme Jonum, pour les aider à se mettre en conformité. Et le cabinet Orwell, c'est un cabinet qui a une proposition de valeur qui est très simple. On est le premier cabinet en France à avoir été spécialement dédié au secteur des cryptos et du Web3, avec plusieurs compétences en fiscal, en contentieux, en IP-IT. Et voilà, on est un cabinet qui est spécialisé sur ce secteur, avec différentes compétences juridiques. Ok, donc vous accompagnez des entreprises notamment qui évoluent dans le secteur des crypto-monnaies, c'est ça? Voilà, on travaille qu'avec des entreprises qui ont des sujets liés aux cryptos, ou au Web3. Et après, on travaille avec des entreprises ou des particuliers, notamment en fiscal ou en contentieux. Voilà, et on les accompagne, on les représente, on les défend, quoi. Ça tombe bien parce que, on a plein de sujets qui vont concerner les utilisateurs, mais aussi, et c'est ça qui nous intéresse quand on essaie de se pencher sur le développement d'une industrie comme, l'industrie des crypto-monnaies, de comprendre aussi un petit peu quel est l'impact pour, les entreprises parce que c'est quelque chose, un côté qu'on n'arrive pas trop à voir aujourd'hui. On parle beaucoup de régulation, mais c'est vrai que, on a du mal à voir comment ça se passe du côté des entreprises pour l'organisation, et la préparation vis-à-vis de tous ces sujets réglementaires qui sont en constante évolution. Alors, voilà, je t'ai fait le programme en introduction de tous les sujets, dont on allait parler aujourd'hui. J'avais presque envie de te laisser choisir par lequel commencer, mais, j'allais te proposer justement la fiscalité puisque c'est peut-être celui qui allait Parfait. intéresser, le plus les personnes qui nous écoutent. Et en premier lieu, je voulais qu'on parle, d'une nouvelle règle dont on a parlé, récemment sur Cryptost, qui a fait, je me souviens, pas mal de réactions sur les réseaux sociaux. C'est la règle voilà, DAC8. On en a entendu voilà, pas mal parler ces dernières semaines. L'idée, c'est le Parlement européen qui a validé une nouvelle règle qui serait commune à toutes les entreprises de l'industrie des cryptos, qui serait implantée donc évidemment dans l'Union européenne, et bien les forcer à déclarer toutes les transactions, tous les transferts qui sont faits par leurs utilisateurs, quels que soient d'ailleurs les montants. Et donc ça, bah, évidemment, ça a fait un petit peu peur. Est-ce que tu peux nous expliquer, voilà, concrètement en quoi ça consiste et qu'est-ce que ça implique pour les entreprises et aussi évidemment pour les utilisateurs? Bien sûr. Alors déjà, je commencerai par dire que c'est pas une nouvelle règle. Ce qui est nouveau, c'est que ça existe depuis déjà longtemps dans le secteur financier traditionnel. Et ce qui est nouveau, c'est que ça a été étendu au secteur des actifs numériques ou des cryptoactifs. Et ensuite, c'est qu'il faut pas avoir peur. Enfin, évidemment, ça fait peur quand on a cette logique qui est très présente dans la crypto. Et je le dis en tant qu'associé d'un cabinet qui s'appelle Orwell. Donc, on est dans la thématique, mais c'est sûr que c'est un accroissement de la surveillance des autorités sur le secteur et sur les transactions qui sont faites par l'intermédiaire des services centralisés. Après, c'est quelque chose qui, en fait, très simplement, en fait, tous les intermédiaires en Europe et en réalité dans la plupart des pays du monde, en tout cas tout ce qui est OCDE, donc pays développés, ont l'obligation de faire remonter à leur autorité fiscale locale toutes les informations relatives aux comptes et aux transactions des utilisateurs. Donc, très concrètement, demain, un PSAN français
devra faire remonter les informations. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'administration fiscale pouvait demander des informations client par client. Demain, le PSAN fera remonter ces informations directement à l'administration fiscale. Et dans un deuxième temps, l'administration fiscale aura la possibilité, notamment au sein de l'Union européenne, puisque DAC 8 est un texte européen, de partager ces informations avec les autres administrations fiscales européennes. Très concrètement, je suis français, je vis en Allemagne, j'ai un compte chez Coinbase Allemagne. Coinbase Allemagne va faire remonter mes informations à l'administration fiscale allemande, qui elle-même va faire transférer ces informations à l'administration fiscale française. Et si jamais plus tard, ou je sais pas, ou si je dois faire une déclaration d'impôt en France, c'est grâce à ce type de mécanisme que les déclarations sont pré-remplies, ou en tout cas que l'administration fiscale peut recouper les déclarations des uns avec les informations qu'elle a collectées d'autre part. Ouais, alors la question qui me vient tout de suite quand tu nous expliques ça, c'est finalement comment ça va se passer pour les entreprises, parce que ça semble être quand même une usine à gaz exceptionnelle avec beaucoup de travail. Il va falloir se staffer, évidemment, pour tout ce travail administratif. Est-ce que toi, tu as eu des retours aussi des entreprises avec lesquelles tu travailles sur ces sujets-là? Bien sûr, alors déjà, c'est des textes qui ont été adoptés et l'entrée en application va être relativement longue parce qu'on est, comme tu l'as très justement relevé, on est sur des processus relativement lourds, enfin, qui peuvent en tout cas générer une certaine lourdeur. Après, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des canaux de communication qui sont ouverts avec les administrations fiscales. En fait, concrètement, les acteurs doivent s'enregistrer auprès de l'administration fiscale et après, l'administration fiscale met en place, on va dire, un sorte de template que du coup, évidemment, la première année, c'est compliqué parce qu'il faut se mettre un peu dans le template de l'administration fiscale. Après, sur le long terme, ça fonctionne. Encore une fois, hein, je veux dire, tout le reste de l'industrie financière, on parle de tous les gestionnaires de portefeuille, tous les brokers, les banques, les prestataires d'investissement en France et en Europe le font depuis plusieurs années. Voilà, c'est à mettre, si on prend un peu de recul, on est de toute façon à une époque de manière assez rapide, et on va en reparler notamment avec Mika, l'industrie crypto-financière doit rejoindre, en tout cas est en train de rejoindre le niveau de réglementation et donc le niveau d'exigence de la part des régulateurs qui est celui de l'industrie financière traditionnelle. Et ça, finalement, c'est un des aspects. Je terminerai juste avec un point qui peut avoir son importance, c'est que en réalité, là, je parle des PSAN ou des acteurs régulés, mais en réalité, c'est possible d'être concerné par cette réglementation sans être un PSAN. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, demain, si un acteur américain, une plateforme mondiale américaine, décide de ne pas être en Europe, enfin, en France aujourd'hui et demain en Europe sous MiCA, parce que MiCA est un texte européen, euh, les administrations fiscales européennes auront quand même la possibilité de les obliger à s'inscrire. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, les administrations fiscales pourront quand même demander à des acteurs asiatiques ou américains de leur transmettre des informations de manière automatisée. Je pense qu'elles le feront que pour les très très gros acteurs. S'il y a un très très gros acteur asiatique, je pense que les administrations fiscales utiliseront cette réglementation pour collecter de l'info, quand bien même cet éventuel acteur asiatique ne serait pas régulé en Europe. Ouais, c'est un bon point à préciser parce que c'est vrai que on se questionnait aussi sur cette lourdeur qui va être imposée aux entreprises françaises et plus largement européennes, mais on pense évidemment aux entreprises françaises par rapport à la concurrence européenne. Avoir l'obligation de devoir se conformer à de telles règles, aujourd'hui, ça impose une lourdeur qui fait que leur développement va être forcément ralenti aux dépens peut-être d'entreprises étrangères. Et donc, le fait de devoir aussi l'imposer à d'autres grands, au moins les grands groupes étrangers, ça peut être, je pense en tout cas, un bon point pour la concurrence de nos entreprises françaises, j'imagine. Oui, encore une fois, on en reparlera, ou en tout cas, c'est à mettre en lien avec les sujets relatifs à MiCA et la réglementation financière. Mais en réalité, la réglementation aujourd'hui, dans la crypto, c'est à la fois un frein euh, et en même temps, c'est un avantage. Et je pense que c'est beaucoup moins un frein qu'avant. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'ai le souvenir, il y a quelques années, il y a 4-5 ans, ce qui dans la crypto était la préhistoire, hein. Enfin, c'était pas la préhistoire, mais c'était il y a très longtemps. C'est vrai qu'on était dans un environnement où il y avait très peu de réglementation autour du monde, voire quasiment pas de réglementation. Je pense à des choses aussi simples que l'identification des clients ou la lutte contre le blanchiment. Et le fait de l'imposer en France, c'était de nature à créer vraiment une distorsion de concurrence, quoi. C'est-à-dire que le français devait perdre des clients, parce que concrètement, c'est-à-dire que ça bloque un peu des inscriptions, embaucher des gens pour vérifier tout ça, etc., se mettre en conformité, alors que son concurrent anglais
suisse ou de Hong Kong, lui, n'avait aucune contrainte. Aujourd'hui, en réalité, enfin, je vous dis ça, moi, j'ai une anecdote, hein, très récemment, là, j'ai un client avec qui je travaille qui m'a dit: «Nous, on n'a jamais fait une aussi bonne année que pendant le bear market». Donc j'étais là: «C'est étrange, enfin, c'est à contre-courant du marché». Et en fait, il me disait: «C'est uniquement parce on est français, on est régulé, on est même assez fortement régulé». Ils sont régulés aussi dans d'autres pays et ils me disent: «En fait, aujourd'hui, c'est devenu un argument commercial, extrêmement fort». Après FTX, après des choses comme ça, en fait, il y a plein de gens, y compris des particuliers, qui veulent, heu, qui veulent travailler avec des acteurs, qui sont régulés, quoi, quitte à payer un petit peu plus cher, quoi. Mmh. Bah, c'est une bonne transition parce que j'allais te parler justement, de la réglementation MiCA et je suis assez d'accord avec toi sur le fait que, ça peut être sur certains aspects un frein pour les entreprises, mais ça peut être aussi, heu, un vrai vecteur d'adoption et on l'a constaté, de toute manière, on le traite régulièrement sur Cryptost, notamment, la vague d'obtention de PSAN, cette année, de grandes entreprises de l'industrie crypto étrangères qui viennent viser l'obtention de ce PSAN en France pour pouvoir à terme s'ouvrir à l'ensemble de l'Union européenne. C'est un fait et on sait que voilà, la réglementation n'avance pas au même niveau dans tous les pays du monde. Et en France, on fait partie, et en France et évidemment en Europe, on fait partie de ceux qui, pour l'instant en tout cas, sont les plus avancés sur ces aspects-là. Et donc, je pense que pour ce point-là, en tout cas, c'est un vecteur d'adoption. Mais justement, on parle de Mika, on tourne autour du sujet. Je voulais qu'on fasse un gros point sur Mika. Le règlement est entré en vigueur en juin 2023, si je ne dis pas de bêtises, et normalement, il devrait Exactement. être applicable je crois que c'est le 30 décembre 2024. Concrètement, comment ça se passe pour les entreprises aujourd'hui, pour les nouvelles entreprises qui veulent obtenir le PSAN, pour les entreprises qui sont déjà PSAN aussi, puisque je sais qu'il y a une particularité pour elles. Voilà, comment ça se passe concrètement? Alors, pour les nouveaux entrants, c'est-à-dire pour les gens qui aujourd'hui veulent lancer un projet, qui rentre dans le champ de MiCA, donc c'est-à-dire en fait un projet financier qui porte sur des actifs numériques, crypto-financiers si on veut. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le niveau, attendu sur les aspects réglementaires a déjà en réalité commencé à monter. C'est-à-dire qu'en effet, tout le monde anticipe MiCA. MiCA, c'est un peu une ligne faut le voir un peu comme une ligne d'arrivée, hein. C'est-à-dire qu'en fait, le niveau a commencé à monter. En France, en particulier, on a eu un enregistrement renforcé qui, en fait, est beaucoup plus qu'un enregistrement renforcé. C'est par rapport à l'enregistrement qu'on a connu en 2022, c'est plutôt, on s'est plutôt très fortement rapproché de MiCA, notamment avec des obligations de cybersécurité, de protection des fonds des clients, et cetera. Et aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que très rapidement, alors ça a été évidemment très fortement accéléré par, FTX, par MiCA qui à l'origine évidemment n'avait aucun rapport avec FTX, mais disons que l'un a alimenté l'autre. On est en fait en train de basculer d'un secteur qui est un secteur très tech. Je parle dans le profil des gens, très jeunes, très tech, très innovants par ailleurs, hein, et on teste tout ce qu'on peut faire, quoi. Et aujourd'hui, on est en train de basculer, nous on le voit dans les gens qu'on accompagne, hein, c'est-à-dire que les profils sont en train de changer. Maintenant, on est dans un profil fintech. C'est-à-dire, beaucoup plus de gens qui ont des backgrounds financiers, qui ont des au moins dans les c'est plus vraiment, entre guillemets «concevable» de créer un PSAN sans avoir quelqu'un qui a, des compétences, soit en droit, soit en finance, quoi. Enfin, pour montrer un peu concrètement les équipes ont changé, quoi, un petit peu. Ça évolue. Et pourquoi? Parce que le sujet réglementaire est très important, il est beaucoup plus exigeant qu'avant. Donc ça, c'est un point important pour les nouveaux acteurs. Donc concrètement, ça va être plus compliqué de devenir, PSAN. En revanche, il y a quand même on va dire, il y a chaque défaut a sa qualité, ou il y a un revers de la médaille, si on veut. C'est que je pense que par contre, MiCA va offrir une perspective intéressante pour l'Europe et pour la France notamment. C'est qu'on va avoir, les futures startups, crypto-financières françaises ou allemandes, et cetera, vont avoir accès à un marché européen dès le premier jour. Et ça change tout parce qu'en fait, aujourd'hui, le problème qu'on avait, c'est qu'en France, c'était faisable de devenir PSAN, mais en fait, vous aviez un marché français qui est pas énorme non plus. Et après, vous pouviez pas aller en Allemagne, vous pouviez pas aller en Italie, en Espagne, il fallait recommencer à chaque fois la même procédure. Là, on va arriver sur quelque chose qui va être, en tout cas en termes de nombre de consommateurs, va être similaire aux États-Unis. Je dis pas que c'est les mêmes marchés, et cetera, mais ça, c'est un point important.
Et enfin, pour les acteurs qui, eux, sont déjà enregistrés, en fait, ils ont plus de temps pour se mettre en conformité, parce qu'eux, en réalité, ils ont jusqu'en 2026, donc ils ont une durée assez longue, mais ils ont la contrainte que quand vous êtes déjà régulé, en fait, c'est paradoxalement, enfin pas paradoxalement, mais en fait, c'est plus dur de rentrer dans un nouvel agrément. Parce que vous devez gérer vos propres contraintes, vos propres méthodes, vous avez vos propres conformités au jour le jour à gérer en parallèle de ce nouvel agrément. Et surtout, le régulateur vous exerce, du coup, quand vous déposez votre dossier, exerce un contrôle sur ce que vous faites en pratique. On est moins sur du déclaratif, quoi, en quelque sorte, où on est moins sur de la conformité un peu de papier, de on va faire ça, on est prêt à faire ci. Là, c'est plus on regarde comment vous fonctionnez, et donc c'est plus lourd, en fait, pour les acteurs existants. Ce qui explique aussi, du coup, assez logiquement pourquoi on leur laisse un petit peu plus de temps pour se préparer finalement. Exactement. Et on parle de Mika, on commence déjà, alors que donc, comme tu le disais, bon, même si j'aime bien la comparaison avec la ligne d'arrivée, même si voilà, on est déjà vraiment dans Mika, mais l'entrée en vigueur n'est que vers la fin 2024. On parle déjà de Mika 2, une deuxième version de Mika améliorée qui encadrera donc plus d'aspects de l'industrie des crypto-monnaies. Aujourd'hui, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre vis-à-vis de cette version 2 de Mika? Alors, j'aime pas du tout ce terme Mika 2, parce que je le trouve assez trompeur. En fait, Mika, donc pour rappel, hein, ça encadre les intermédiaires qu'on appelle les CASP, c'est les PSAN, en fait, c'est les prestataires de services sur actifs numériques, en anglais, Crypto Asset Service Provider, au sein de l'Union européenne, et ça encadre également les stablecoins. Ce qui est déjà un truc, l'encadrement des stablecoins, c'est déjà une autre partie de Mika qui est beaucoup plus complexe en réalité, qui concerne beaucoup moins d'acteurs, mais qui est beaucoup plus complexe. En effet, quand Mika a été adopté, Mika a été voté en juin 2023, tu l'as dit, donc il n'y a pas si longtemps, mais en réalité, il a été rédigé et négocié 2 ans auparavant. Donc en fait, c'est un texte qui en fait est assez ancien dans la crypto. Et en fait, évidemment, à cette époque-là, la question des NFT, de la DeFi, ces choses-là n'étaient pas dans le champ de Mika. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que puisque ces sujets ont émergé pendant le bull market en 2022, le régulateur a dit, bon, en fait, ces sujets-là, on n'a pas le temps de les traiter au dernier moment, on va faire des espèces de clauses un peu, des clauses en mode on verra plus tard, c'est-à-dire on demande au Parlement européen ou à la Commission européenne de faire un rapport à plus 2 ans, quoi. Et tout le monde parle de Mika 2 en disant est-ce qu'on va avoir un Mika 2 qui va aller sur les NFT, etc. Moi, je pense que ça ne va pas se passer comme ça, hein. Un texte comme Mika, c'est des textes qui sont vivants et qui évoluent régulièrement dans toutes ces matières de réglementation financière et même dans plein de textes juridiques. En réalité, ils sont mis à jour. Tu vois, enfin, c'est des trucs qui sont mis à jour au fil de l'eau, quoi. Et je pense que à terme, en fait, la DeFi, par exemple, pour moi, c'est pas la DeFi et la NFT, c'est pas des sujets qui nécessitent des textes ad hoc. Il n'y a pas besoin de créer des régimes. Les NFT, ça peut être utilisé pour tout et n'importe quoi, notamment pour faire n'importe quoi, mais aussi pour faire des choses. Je sais pas, il y a des NFT dans le jeu vidéo, il y a des NFT artistiques, il y a des NFT dans l'immobilier fractionné. C'est trois sujets qui n'ont rien à voir, en fait. Il n'y a aucune raison de faire un texte qui englobe ces trois sujets-là. La DeFi, pareil, il y a des protocoles de lending, il y a des produits dérivés, il y a de la tokenisation, il y a des fonds d'investissement. En fait, pour moi, on va adapter les textes actuels à cette nouvelle réalité. Et je pense que Mika, à terme, va absorber une partie de la DeFi, mais en fait, ce ne sera pas un Mika 2 quelque chose de nouveau, ça va juste être une évolution de Mika, quoi. Mais bon, voilà, pour répondre à ta question, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi et justement, on constate qu'on va déjà plus ou moins dans cette direction-là puisque on entendait parler récemment du fameux, régime, Jonum pour, les jeux Web3 qui justement inclut, des NFT. Donc finalement, les NFT dans le cadre de l'utilisation dans un jeu, entre guillemets «Web3», vont finalement être encadrés d'une certaine manière par ce régime-là et justement, je voulais qu'on en discute un petit peu ensemble. Donc c'était, dans le cadre de ce projet de loi, SREN qui visait à encadrer, voilà, on en a beaucoup entendu parler, encadrer, l'espace numérique en France et qui avait tout un pan dédié à ces jeux à objets numériques, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est, ce qui donne Ouais, la contraction ce qui donne la le contraction terme est Jonum. étrange. Le terme est assez étrange, mais bon, c'est jeu à objet numérique, ce qui donne Jonum, mais ce qui donne donc le nom de ce nouveau régime qui, très globalement, vise à encadrer tous les jeux qui incluent bon, des objets numériques, bien sûr, mais finalement des NFT ou tout autre token
Donc finalement, c'est ce qu'on pourrait appeler les jeux Web3. Donc ce régime, qu'est-ce qu'il signifie concrètement? Qu'est-ce que ça implique pour tous les jeux qui vont se développer dans cette industrie du Web3? Est-ce que ça va les aider à se développer ou au contraire, est-ce que c'est plutôt une mauvaise nouvelle? Est-ce qu'on va pas saborder un petit peu cette nouvelle industrie qui est en train de se développer? Alors, je pense qu'à court terme, c'est une bonne nouvelle. Après, je ne sais pas ce que ça te donnera, dans 3 ans. Je veux dire, faut rester, très humble sur, ce que va devenir Jonum sur le long terme, mais à court terme, c'est une très bonne nouvelle pour une raison simple. C'est une très bonne nouvelle. En tout cas, c'est une bonne nouvelle parce que ça représente une solution pour le secteur. Il faut savoir que le secteur aujourd'hui des jeux Web3, il y a une grosse partie de ces jeux Web3 en fait où, concrètement, vous devez acheter un NFT, d'accord? Pour participer à un jeu dans lequel vous pouvez gagner, des cryptomonnaies, des tokens, des NFT ou même de l'argent en fiat. Donc concrètement, on retrouve les conditions d'une loterie. C'est-à-dire, vous dépensez de l'argent, vous avez un jeu avec de la chance et vous avez un gain. D'accord? C'est la définition légale d'une loterie. Alors, il y a eu des débats juridiques, assez forts parce qu'en fait, beaucoup d'acteurs du Web3 et à mon sens, c'était pas dénué de fondement, considéraient que le NFT, en fait, vu qu'il n'était pas consommé, qu'on pouvait le garder, qu'on pouvait rejouer un nombre illimité de fois, ça correspondait pas à une mise. C'est différent d'une loterie, euro-million, quoi. Mais globalement, le régulateur des jeux d'argent et de hasard en France, donc l'ex-Argel qui s'appelle l'ANJ, a considéré que c'était des jeux d'argent. D'accord? Donc dans ce cas-là, il y a 2 solutions, hein. C'est que déjà, c'est interdit, sauf si vous rentrez dans une case, dans un agrément qui vous permet de devenir opérateur de jeux en ligne. Or, ces agréments n'étaient absolument pas adaptés, mais quand je dis pas adaptés, c'est-à-dire que c'était pas un problème de moyens, c'était pas un problème de les acteurs Web3 pouvaient pas y aller, c'est qu'en fait, les conditions pour rentrer dans cet agrément étaient incompatibles avec le fonctionnement d'un jeu Web3. En gros, la conclusion, c'était: «C'est interdit et en gros, il faut cesser votre activité ou quitter la France». C'est quand même une conclusion un peu brutale et c'est pour ça que Jonum a été introduit. C'est que Jonum, ça vise à concilier ces 2 positions entre un régulateur qui nous dit: «C'est interdit, il faut tout débrancher» et un secteur du jeu Web3 qui dit: «Donnez-nous au moins une solution». C'est en fait, Jonum vient consacrer le fait que les jeux Web3 sont des jeux d'argent. Ça, c'est très important de le comprendre, c'est que les jeux Web3 ne sont on est on passe du gaming au gambling. Et ça, quelque part, c'est déjà un choix qui est très fort et très structurant pour l'industrie. Mais on offre un agrément, enfin un enregistrement à ces acteurs pour leur permettre d'exercer, légalement leur activité en France ou en tout cas en direction du marché français. Voilà, donc en ce sens, Jonum, ça vient apporter quand même de la sécurité juridique à ces jeux, ce qui est en fait, quelque chose d'essentiel parce que jusqu'à maintenant, il y avait aucune sécurité juridique. Après, si vous voulez, il y a des conditions. Donc, déjà, il y aura une liste qui va être tenue par le gouvernement, qui permet il faudra que je le en gros, il faudra que pour vérifier que les activités Jonum, parce qu'un Jonum, ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être, des animaux de compagnie, des jeux de football, ça peut être des jeux de rugby, ça peut être des jeux de combat, ça peut être un peu tout et n'importe quoi, hein. Il y aura peut-être des trucs de métaverse au milieu et cetera. Donc le régulateur va tenir une liste des activités qui sont autorisées. Et si l'activité de votre jeu rentre dans la liste, ou si vous arrivez à la faire rentrer dans la liste, vous pourrez déposer un dossier, vous aurez évidemment des conditions à remplir: interdiction de l'accès aux mineurs, mesures de lutte contre le blanchiment, prévention de l'addiction, transparence, supervision de l'autorité nationale des jeux, et cetera. En gros, ça va être un espèce de régime light, régime d'opérateur de jeux d'argent light, qui du coup n'est pas incompatible avec le fonctionnement d'un jeu Web3. Et ça vous permettra d'exercer, librement votre activité en France. Et ce qui est assez étonnant, je trouve avec, cette réglementation et j'ai ouvert un article de Cryptost, que j'ai gardé sous les yeux, un article qu'on avait sorti justement, lorsque le projet de loi, avait été voté, lorsque le régime Jonum avait été adopté, à l'Assemblée nationale. Je vois qu'il y a une certaine incohérence. D'un côté, on a, les acteurs, traditionnels, on va dire, du monde des jeux de hasard et des casinos et cetera, qui se sont un petit peu insurgés, notamment la Française des jeux, qui souhaitait, une régulation plus proche de celle des jeux d'argent pour les jeux Web3. Et d'un autre côté, on a eu des acteurs comme Ubisoft, par exemple, qui estiment que bah, cette réglementation est trop inspirée des jeux d'argent et elle est disproportionnée par rapport à des modèles Web3. Et donc, eux, bah, ça les empêcherait, par exemple, de pouvoir lancer réellement leurs jeux Web3.
voire même, ils devraient adopter, et je crois que si je dis pas de bêtises, Sora a fait quelque chose un peu similaire de, séparer finalement leurs jeux, à destination des utilisateurs français, et d'avoir un autre jeu pour les autres utilisateurs. Donc voilà, pour le moment, en tout cas, j'ai l'impression que c'est un projet qui n'arrive pas à satisfaire les 2 parties. Est-ce que finalement on arrivera à avoir, une évolution dans l'un ou l'autre des sens à l'avenir, ou comment ça se passe? Alors, c'est hyper intéressant parce qu'on a récemment, enfin, j'ai eu des échanges notamment avec, des acteurs traditionnels et des acteurs du jeu, vidéo, donc traditionnel aussi, enfin, même si c'est un peu étonnant d'utiliser ce terme pour le monde du gaming. Et en fait, ce qui est intéressant dans le jeu Noom, et ça même ce que je trouve passionnant, c'est que vous avez des acteurs très différents qui se retrouvent un peu à la même table. Vous avez, le secteur traditionnel du jeu, dans lequel vous avez des chapelles, hein. Vous avez les casinotiers qui eux, dès qu'il y a une loi, ils vous disent: «On veut avoir le monopole des casinos en ligne», c'est leur truc, ça ressort tous les 3 ans, c'est assez marrant et cetera. Donc là, évidemment, c'est ressorti. Ils se sont fait, bouder parce que ça avait aucun rapport avec Genome. Mais bon, ils l'ont ressorti. Vous avez des acteurs un peu traditionnels qui ont peur de Genome parce qu'ils se disent: «Attendez, c'est quoi? C'est un régime allégé, ça va créer un appel d'air, une niche réglementaire et cetera». En même temps, parmi ces acteurs traditionnels, il y en a qui se disent: «Bah, en fait, c'est génial, ça va nous permettre d'offrir une nouvelle expérience de jeu. Nous, on est régulé, on est sérieux et cetera. On va pouvoir en fait, toucher une nouvelle population avec des NFT et cetera». Et Donc puis il y en a certains ouais, aussi qui sont parmi ces acteurs-là, qui sont déjà dans le web 3, et je pense notamment à PMU avec, Stables. Certains de ces acteurs sont déjà dedans, donc exactement. finalement, Et entre eux, ils sont pas d'accord. C'est-à-dire que, ces acteurs-là, il y a au sein de ces acteurs-là, vous en avez qui disent: «Attention, c'est un truc qui va nous nuire». C'est toujours la même chose, hein, parce que contrairement à la crypto, là, on est sur un secteur où il y a des acteurs qui sont déjà là depuis longtemps. Voilà. Et après pareil dans le web 3, vous avez des acteurs qui, sont très contents d'être régulés, d'autres qui au contraire, veulent pas du tout être régulés. Dans le jeu vidéo, il y a des acteurs qui nous disent en fait, «Nous la réglementation, c'est ingérable pour nous. Donc en fait, bah, on va arrêter, d'expérimenter sur cette question». Enfin, tout le monde est un peu dans chaque, «camp» entre guillemets, vous avez des gens qui sont pour, des gens qui sont contre et cetera. Et ça qui est passionnant. Après, je veux dire là, Genome, c'est un régime qui a été créé extrêmement rapidement parce qu'il y avait un vrai risque, juridique sur les jeux Web3. Donc ça a été adopté très rapidement, ce qui est à la fois quelque chose de positif parce que ça a permis de geler toutes les actions, répressives contre le secteur. Mais la contrepartie, c'est que très sincèrement, on n'a pas la réponse à toutes les questions. C'est pour ça que j'ai commencé en disant: «Je ne sais pas ce que ça va donner dans 3 ans». Moi, j'ai eu des discussions avec des clients, avec des acteurs même du jeu d'argent traditionnel et qui me disaient, sincèrement, aujourd'hui, on pourrait pas faire un pari, sans mauvais jeu de mots, sur le fait que Jonum, ça existera encore dans 5 ans. Enfin, c'est un peu le côté, c'est un peu l'inconvénient d'avoir été très rapide, quoi. mais finalement, on était quand même un petit peu obligé d'avancer. On le sait, hein, de toute manière, voilà, la régulation, on a envie d'essayer d'encadrer les pans de l'industrie des cryptos pour pas en laisser un sur le côté. Et donc, bah, voilà, Jonum, ça a été un petit peu la résultante de ça. C'était, je pense, quand même important d'aller les encadrer. Peut-être pas aussi rapidement, dans le sens où aujourd'hui, on voit que l'innovation dans ce domaine des jeux Web3 est un petit peu plus calme qu'auparavant, mais bon, en tout cas, ça se développe, et Ouais, c'est important d'aller dans cette direction-là. Pardon, tu voulais peut-être rajouter quelque chose sur ce sujet-là? non, non, je disais, ça a été super rapide aussi parce qu'il y a un aspect qui est un peu, genre qui est hors des mains de quiconque. C'est-à-dire que, il y a eu la vague des NFT. En fait, il faut se rendre compte que les NFT et les certaines, voilà, l'effet qu'ont eu notamment certains projets NFT en France, ça fait partie des rares sujets qui ont touché plein de gens qui ne sont pas dans le secteur crypto. Il y a eu ça et FTX, hein. C'est les 2 trucs. Moi, les NFT et FTX, c'est les 2 choses dont des gens qui n'ont rien à voir avec la crypto me parlent et continuent à me parler aujourd'hui. Alors, pour me dire que, la crypto est une fraude et pour m'expliquer que la NFT, c'est du vent. Mais bon, tout ça pour dire que ça a quand même mis la pression sur le régulateur. Parce que quand vous avez des NFT qui sont vendus, 400 000 et que ça passe au journal de France 2, un régulateur qui est chargé de faire appliquer la réglementation des jeux d'argent et de hasard, il était un peu obligé de faire quelque chose et malheureusement, il n'avait pas 36 cartes à jouer. La seule carte qu'il avait et je dis ça, sans naïveté, il y avait aussi de la politique derrière, il y avait aussi plein de pression de tous les côtés, de lobbying et cetera, mais c'était d'interdire. Donc en fait, en ça, Genome, c'est quand même une bonne nouvelle parce que,
Je veux dire, on aurait pu avoir un scénario, façon américaine où, tout le monde se prend des procès pénaux et genre, c'est un bain de sang, quoi. Je suis assez d'accord avec toi sur le fait que, FTX et NFT, j'aurais presque rajouté le métaverse. C'est un petit peu ces 3 aspects qui ont percé l'industrie crypto, et qui sont allés toucher des gens qui n'y connaissaient rien. Moi, je sais que j'ai encore entendu parler récemment, du sujet des NFT ou des métaverses par des gens qui, ne savent même pas ce qu'est Bitcoin, mais qui pour eux, ça résume l'entièreté de l'industrie crypto. C'est vraiment, voilà, c'est ces Alors, sujets-là, c'est nul, c'est du vent à cause de ça. je mettrais juste un moi, j'échangerais Metaverse contre Libra. Libra qui a, ça remonte un peu, mais Libra, je trouve que ça a eu un effet vraiment très fort chez plein de gens, notamment dans le secteur financier. Alors que je trouve que le métavers, c'était pas que la crypto, en fait. Tu avais aussi les jeux vidéo, Fortnite, la réalité virtuelle. C'était un peu toute la tech pour moi, le métaverse. Et d'ailleurs, ça a disparu aussi vite que c'est enfin, a disparu dans les conversations, du quotidien. Ça a disparu aussi vite que c'est apparu, je trouve. Alors que les NFT, je trouve que c'est vraiment un truc, crypto et encore une fois, faut pas sous-estimer que Mika, c'est l'enfant de Libra, hein. C'est-à-dire que Libra, ça a été un coup de tonnerre dans une belle journée sans nuages, où la crypto, personne s'y intéressait. Il y a eu Libra et après il y a tous les banquiers, tous les comex de grandes banques, tous les gars de la Commission européenne qui bossaient en finance qui se sont dit: «OK, là, c'est bon, on arrête de se moquer de la crypto. Maintenant, en fait, on se rend compte que Facebook peut faire un stablecoin». Donc au début, Mika, c'était comment est-ce qu'on fait pour en gros bloquer Facebook, hein? Et après, c'est devenu un texte beaucoup plus large et cetera. Mais ça a été un coup de tonnerre, moi, j'avais même entendu une expression, bon, qui est un peu osée, je crois que c'était, un de vos confrères qui l'avait rapporté, je crois que c'était Raphaël Bloch, qui avait entendu un banquier dire: «C'était un 11 septembre monétaire pour nous». C'est genre, tu vois, le Ah truc en oui, à ce mode, point-là. ouais, D'accord. Facebook commence à nous concurrencer sur notre activité primaire qui est de gérer l'argent des gens, tu vois? En gros, ils ont eu peur de se faire ubériser en 6 mois, quoi. Ils ont pas dit que Bitcoin pouvait peut-être les ubériser. Mais d'ailleurs, tu parles de Facebook, mais finalement, Meta avec le métavers, c'est la même chose. Et on peut presque dire que Meta était aussi à l'origine indirectement de Jonum, dans le sens où quand il y a eu le métaverse, pour moi, c'était le symbole, comme tu disais, un peu de ces jeux Web3, de ces univers Web3 où il y a des NFT, où il y a des cryptos, mais on ne sait pas vraiment concrètement ce que c'est. Bon, allons voir un petit peu ce qu'il faut faire dedans et comment les réguler. Donc bon, encore une fois, Facebook est un peu partout. Il y a quelques sujets dont on entend de plus en plus parler en ce moment, euh, notamment bon, voilà, sur donc, tout ce qui touche à la fiscalité crypto. Et je crois que c'est le projet de loi finance pour 2024 qui est en train d'être discuté, si je ne dis pas de bêtises. Donc on parle de minage de Bitcoin, on parle de plein de choses, et notamment d'un sujet, et on va y rentrer tout de suite, et je pense que ça va parler immédiatement à tous ceux qui nous écoutent. C'est cet amendement qui a été déposé par le député Éric Bothorel. Éric Bothorel qu'on connaît aussi pour être à l'origine de la loi influenceur. Donc voilà, on en entend aussi beaucoup parler en ce moment. Bah, ce projet, enfin cet amendement en tout cas, il vise à imposer les revenus qui sont issus du staking de crypto. Et notamment même si les cryptos en question n'ont pas été vendus. Alors ça, évidemment, bah voilà, ça fait extrêmement peur. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux nous dire si oui ou Bien non sûr. ça prendra forme? En fait, c'est un amendement qui est très mal compris, parce qu'en réalité, il ne fait que confirmer, la loi existante. C'est pas nouveau, en fait, c'est juste une confirmation écrite dans un amendement de quelque chose qui était, déjà contenu dans la loi, alors sans forcément être écrit, noir sur blanc, mais c'était la logique de la réglementation. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que je fiscalement, un revenu de staking, les cryptos que vous touchez en contrepartie de votre activité staking, c'est un revenu qui n'est pas un revenu du capital. C'est un revenu en réalité d'une activité. Donc c'est un revenu d'activité qui doit être taxé, alors moi je suis pas fiscaliste, mais il y a des fiscalistes au cabinet, ça doit être taxé comme un revenu. Donc un revenu que c'est taxé au moment où vous le recevez. Après, si vous touchez, 1 000 €, moi et c'est pareil quand vous êtes un prestataire de service, hein, vous envoyez une facture, la personne vous paye en crypto-monnaie, vous envoyez une facture de 1 000 € hors taxe, vous touchez 1 000 €. Après, si ces 1 000 € en Ether deviennent 2 000, bah, ça vous fait un gain en capital, mais dans un second temps. Et si ces 1 000 € deviennent 500 €, ça vous fait une perte en capital. Mais il y a vraiment ces 2 temps, revenus jusqu'au moment où ça arrive sur votre compte perso et après ça devient, du capital. Or, ce qui se passe en pratique, vu que c'est absolument ingérable, parce qu'en fait, le staking, ça peut être, des revenus qui tombent toutes les 5 minutes ou tous les jours. Ce qui se passait, c'est que les gens, pour simplifier, mettaient les revenus du staking dans les revenus du capital. Mais c'est pas correct fiscalement, en fait. Donc en fait, ce que vient, prévoir l'amendement Botorel, c'est en fait rappeler que les revenus du staking sont des revenus d'activité
Et une fois que vous avez touché ces revenus et que vous avez payé les impôts, qui correspondent, après ça devient votre capital et là les plus-values sont taxées à la flat tax et dans un second temps. D'accord. Et Et donc donc c'est un en peu voilà, pratique, c'est un peu, en fait, il y a pas de il y a beaucoup de bruit pour honnêtement, en tout cas, encore une fois, sur le plan fiscal, pas grand-chose. Après, je comprends que ça perturbe les gens parce qu'en fait, tout le monde faisait autrement. Donc forcément, ça vient perturber les pratiques, quoi. d'accord, on est d'accord. Et de toute manière, et là je reconnecte avec le sujet de tout à l'heure, on parlait de la réglementation de manière générale et notamment de DAC8 avec voilà, la surveillance des transactions, etc. Finalement, on s'insurge beaucoup alors que la majorité des gens utilisent des plateformes comme Binance où il y a déjà un KYC, où il y Ouais. a déjà une surveillance des transactions. Là aujourd'hui, bon, on ne le savait pas forcément tous, mais en effet, on était quand même assujettis à ça. Bon, on le faisait pas forcément non plus. Mais en tout cas, c'est vrai que ça pose une question aussi de la faisabilité. Comme tu le dis, on a peut-être du staking sur une blockchain, sur une autre, et ainsi de suite. Et on va se retrouver à devoir déclarer X revenus différents. Et ça peut devenir pour les utilisateurs aussi quelque chose de très complexe à faire. J'imagine que c'est aussi là-dessus que certaines personnes se plaignent. Exactement et ça peut en pratique, ça peut être ingérable, en fait, si on veut respecter la loi à la lettre. Après, je pense que c'est toujours la même chose, c'est une question de montant, c'est une question de proportion de ses revenus, en l'occurrence, puisque c'est des revenus par rapport à vos autres revenus. Enfin, il y a des critères un peu de bon sens à prendre en compte et moi, je suis convaincu que les gens qui font un peu de staking, si vous voulez, ils vont continuer à déclarer en flat tax et l'administration fiscale, il y aura pas forcément les enfin, je dis ça, Ouais. je c'est pas un conseil fiscal, mais vous voyez, genre, je pense qu'en fait, en pratique, si vous déclarez en flat tax pour des petits montants, ça c'est quelque chose qui peut le faire, à vérifier et de toute façon, si vous êtes sur des gros montants, c'est évidemment conseillé d'aller voir, quelqu'un qui peut vous aider, ça peut être un Mm. fiscaliste, par exemple. Je dis ça sans prêcher pour ma paroisse. Voilà et je sais qu'en parallèle, l'administration fiscale a conscience des problèmes et elle travaille à des mécanismes plus simples où vous pourriez déclarer, par exemple, une fois par mois ou une fois par an, vos Ouais. revenus staking pour justement ne pas avoir ce truc ingérable où vous avez, un micro revenu chaque jour avec un calcul à faire par Et jour, quoi. j'imagine que ça concerne aussi beaucoup plus les entreprises qui sont spécialisées là-dedans. En tout cas, je vois qu'il nous reste très peu de temps, donc j'en profite pour clôturer ce podcast. Te remercier évidemment pour toutes tes interventions. Voilà, j'espère qu'on aura réussi pour tout le monde à faire le tour de tous les sujets, que ce soit fiscalité, réglementation, etc. Ça permettra voilà, d'avoir un gros point sur tous ces sujets-là qui sont complexes, mais qui ont beaucoup évolué ces derniers temps. Donc, je te remercie beaucoup pour ton temps Merci bien. et pour toutes tes interventions. Et puis, je te dis à très vite. Salut.